Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Jean-Denis Combrexel, président de la section du contentieux du Conseil d'État, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon. Il publie Les normes à l'assaut de la démocratie, c'est chez Odile Jacob. Et oui, haut fonctionnaire qui était dans l'appareil d'État puisqu'il vient de prendre sa retraite, en particulier donc du Conseil d'État et bien sûr des institutions que vous avez citées, en particulier Elisabeth Borne, le Premier ministre, mais qui a connu aussi l'Union européenne, ce qui lui donne une vision circulaire de la réalité. Et il publie un essai sur les normes à l'assaut de la démocratie. C'est un petit peu curieux parce qu'on se dit que les normes, c'est le propre du Parlement, que de légiférer. Il y a une soif de légiférer en France. Est-ce que c'est une folie française? Est-ce que ça nous empêche d'avancer? Et même les normes sont-elles donc un obstacle à la démocratie? Bonjour Jean-Denis Combrexel. Bonjour. Vous connaissez bien aussi Michel Barnier. Quel regard portez-vous sur son action, ses premiers pas de Premier ministre? Je pense que ses premiers pas sont absolument essentiels puisque on a besoin d'un gouvernement. On a besoin d'un gouvernement qui d'abord fasse voter le budget, ce qu'on appelle le PLFSS, c'est-à-dire la loi sur la sécurité sociale. Et donc, gouverner, c'est prendre des arbitrages. Donc, c'est un moment absolument très important et très difficile pour le nouveau Premier ministre. Vous seriez son directeur de cabinet, que lui diriez-vous? Je lui dirais, justement, j'attacherais beaucoup d'importance à la fois à traiter un certain nombre de sujets qui apparaissent comme techniques, mais qui sont aussi très politiques, comme donc justement le budget. Et je pense qu'il faudrait faire preuve aussi beaucoup de pédagogie et d'expliquer. Beaucoup expliquer aux gens. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Donc, c'est pas une critique, c'est au contraire. C'est un constat. Il fait cette œuvre nécessaire de pédagogie. Quelle est l'articulation entre la norme et la politique? Est-ce que la politique empêche le pragmatisme à cause des postures que requiert le monde politique? Et est-ce que la norme est au-dessus du politique dans la mesure où elle met tout le monde d'accord parce que finalement, ce sont les experts qui gouvernent? C'est-à-dire la norme est nécessaire à la démocratie. C'est-à-dire que notre démocratie, c'est pas un rapport de force. C'est une société qui est organisée par des lois. Il y a des grands principes. Il y a la Constitution. Il y a des grands principes de droit. Il y a certaines conventions internationales. Donc la démocratie s'inscrit dans la norme. La difficulté, c'est que c'est un peu le sujet du livre, c'est qu'il arrive un moment où alors que la norme est l'essence même de la démocratie, quand il y a un trop plein de normes, ça peut poser un certain nombre de problèmes au bon fonctionnement de la démocratie. Mais qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a un trop plein? C'est ce que ressentent, je crois que vous, moi, tout le monde ressent un peu ce sentiment que, disons que sur un particulier, une entreprise, il y a ce sentiment d'être complètement encadré par les normes et surtout, je pense et aussi, plus exactement, les politiques, la marge de manœuvre, vous parliez tout à l'heure du Premier ministre, la marge de manœuvre des politiques tend à se réduire du fait de l'accumulation des normes. Mais il paraît que quand un politique propose quelque chose à son administration centrale, à son entourage, on lui dit « Ah non, c'est pas possible, non, on ne peut pas, on est lié par tel ou tel traité, on est lié par telle ou telle réglementation. » C'est du non tout le temps. C'est vrai, ça? C'est peut-être un peu plus... Vous l'avez vécu, ça, vous, en tant que directeur du travail? La difficulté, parfois, c'est ce que j'appelle le mauvais droit. C'est-à-dire que parfois, les administrations peuvent être dans la situation où, face à un ministre ou un gouvernement qui veut faire des réformes, on lui oppose une interprétation plus ou moins aléatoire du droit. Donc, il y a un sujet de ce point de vue-là. D'ailleurs, ce que je dis dans le livre, là, il y a un problème de bon fonctionnement des administrations dans notre pays. Ceci étant dit, il ne faut pas avoir une vision, là j'insiste justement dans le livre sur ce point, il ne faut pas avoir une vision péjorative, ce que j'appellerais une vision péjorative de l'administration. L'administration, c'est pas Courteline, c'est-à-dire que c'est l'administration, la haute administration, les cabinets, les directions d'administration centrale, c'est des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont pleins de dynamisme, qui sont hyper compétents, et ça ne correspond pas du tout à la caricature parfois qu'on fait de l'administration. Mais dans cette administration-là, parfois, justement, il y a trop la culture de la norme, c'est-à-dire on veut toujours faire des textes, on veut toujours faire des lois, et c'est là que ça pose problème. Ont-ils le pouvoir? On dit, par exemple, qu'Alexis Kohler a un pouvoir important aujourd'hui, qu'en fait, ceux qui sont en seconde ligne et peut-être moins médiatisés ont en réalité le pouvoir sur les personnes médiatisées. C'est vrai, Jean-Denis Combrexel? Ça peut être vrai, mais c'est loin c'est loin d'en faire une généralisation. C'est-à-dire que quand vous avez un grand ministre, l'administration n'a pas le pouvoir. Voilà. Donc Vous pouvez m'en citer?
Non, je vais pas faire ici le tableau d'honneur des ministres, mais disons que moi j'ai eu la chance de tout au long de ma carrière de connaître de grands ministres. Et quand vous avez un grand ministre qui prend ses responsabilités, qui rend des arbitrages, l'administration est là pour être loyale et pour donner le maximum d'effet aux décisions et aux arbitrages qui ont été pris. Là où l'administration prend le pouvoir, c'est quand pour des raisons diverses, le ministre n'est pas totalement à la hauteur forcément de ses responsabilités. Ça peut arriver très exceptionnellement. Petit exercice de pédagogie. Qu'est-ce qui fait la différence entre une loi, un règlement, une circulaire? Est-ce que vous pouvez nous dire justement, dans ce que l'on considère comme étant la norme, les différents types de normes, et pourquoi choisit-on de régler tel ou tel sujet par voie de règlement, par exemple, par voie réglementaire et pas par voie législative? Alors, c'est pas une décision arbitraire, le choix entre la loi et le décret. Disons que tout ça est réglé par la Constitution. Donc, on a notamment un article 34 de la Constitution qui définit le champ de la loi. Donc, par exemple, les grands principes de notre société relèvent de la loi. C'est ce que dit l'article 34 de la Constitution. Pour prendre un exemple d'actualité, la fin de vie, par exemple, c'est quelque chose qui tient au droit de la personne et ça relève de la loi. Et s'agissant des décrets, il y a deux types de décrets. Il y a les décrets qui sont pris pour appliquer la loi, donc qui sont un peu plus précis que la loi, mais sans la méconnaître. Puis vous avez ce qu'on appelle les décrets, c'est un peu de la technique juridique, des décrets, ce qu'on appelle les décrets autonomes, c'est-à-dire les décrets qui sont pris parce qu'il n'y a pas besoin d'une loi et c'est l'administration elle-même. La grande différence entre la loi et le décret, c'est que la loi, elle est votée par le Parlement. Et le décret, il est signé par le Premier ministre. Et donc, c'est les administrations qui préparent le décret. Et c'est signé par le Premier ministre. Donc, la loi immigration que Bruno Retailleau veut remettre en cause par une nouvelle loi, en fait, les décrets de la première loi ne sont pas encore parus au journal officiel qui publie à peu près 80 000 pages par an. Voilà. Et donc, ça veut dire que le décret rend une loi inopérante si ce décret n'est pas publié. Oui, dans la plupart des cas, effectivement, une loi doit avoir des décrets d'application. Et donc, le Premier ministre et ce qu'on appelle un service particulier qui est le secrétariat général du gouvernement veille justement à ce que les administrations prennent dans un délai raisonnable les décrets. Mais s'il y a des loupés, si ça prend trop de temps, effectivement, même si la loi a été votée, la loi n'est pas applicable, faute de décret d'application. L'art d'écrire la loi, c'est la légistique. Oui. Terme qu'on n'entend jamais. Oui. Alors, oui, la légistique, c'est quelque chose qui... Alors, pour les gens que ça intéresse, il faut aller sur le site. Il y a un site du secrétariat général du gouvernement. C'est-à-dire, par exemple, pour donner... Légifrance. Légifrance, pour donner un exemple, c'est les techniques de rédaction de la loi. Autrement dit, si jamais je dis telle et telle entreprise doit faire telle et telle chose, on ne doit pas dire doit. Le présent de l'indicatif est un impératif en quelque sorte. Fait telle chose, ça suffit. Fait telle chose, voilà. Si on dit le comité d'entreprise doit se réunir tous les mois, en fait on dit le comité d'entreprise, le comité social et économique se réunit tous les mois. Voilà. Jean-Denis Combrexel, il y a dans notre pays, vous donnez des chiffres assez précis sur le nombre de lois qui sortent tous les ans en France. J'ai du mal à me rendre compte. Il y a 1042 lois publiées depuis 20 ans. 63% sont d'origine gouvernementale, 37% sont des propositions des parlementaires, c'est la fameuse distinction proposition-projet. 1042 lois publiées depuis 20 ans. J'ai du mal à me rendre compte si c'est beaucoup, peu par rapport à d'autres pays. Et quelle est la part de ces lois, par exemple, vous qui avez été à l'Union européenne, quelle est la part de ces lois qui sont des transcriptions de textes européens, par exemple? Alors, c'était un des phrases de Jacques Delors qui avait beaucoup en disant que 90% quasiment des lois étaient d'origine communautaire. En fait, c'est vrai. Non, je pense que c'est moins que ça. Mais il y a c'est très difficile parce que des fois il y a des lois qui sont la transposition directe de directives, puis il y en a qui ont une transposition indirecte. Enfin, beaucoup de lois doivent prendre en compte la législation européenne, notamment les directives et les traités européens. Mais comment ça se passe? C'est la France qui va chercher une directive européenne pour dire ça m'intéresse, je prends, je transcris, ou c'est l'Union européenne qui dit vous, la France, vous devez transcrire? C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, parce que souvent il est de bon ton de critiquer la législation européenne, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, les directives, pour prendre ce qui est le nom de la loi européenne, les directives ne sont pas faites uniquement par les technocrates de Bruxelles. C'est-à-dire que ce sont les différents gouvernements, ou plus exactement les représentants des différents gouvernements, qui contribuent à
à la confection de la directive. Autrement dit, une directive ne tombe pas comme ça du haut du ciel sur un gouvernement. Les responsables du gouvernement, les responsables de l'administration ont travailler sur l'élaboration de la directive. Donc c'est là qu'il faut être très très vigilant. C'est ce que je dis dans le livre, c'est-à-dire les lobbies sont très puissants parfois à Bruxelles, et donc les gouvernements ou les représentants des gouvernements à Bruxelles ou à Luxembourg, lorsqu'ils élaborent la directive, doivent être très vigilants pour justement ne pas faire des textes qui sont incompréhensibles et qui posent des problèmes d'application. Si je reprends l'exemple de l'immigration, on voit que ça bouge beaucoup en Europe, avec des social-démocraties qui prennent des dispositions beaucoup plus dures. Ça bouge du côté de la Pologne. Même Donald Tusk a pris des dispositions très fermes. Donc même à gauche, ça bouge. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, là, ça enfreint, la norme nationale va à l'encontre de la norme communautaire ? Ou il y a un conflit aujourd'hui sur cette question-là interne à l'Europe ? Ce qui se passe, c'est que l'Union européenne voit justement qu'il y a un énorme problème d'immigration et que cette question d'immigration doit être traitée au niveau de l'Union européenne et pas au niveau de chaque pays. Autrement dit, il y a un problème à la fois d'entrée et de sortie, c'est-à-dire d'exécution de ce qu'on appelle les OQTF. Donc l'entrée, c'est la réponse, elle est difficilement au niveau de chaque pays. C'est là tout l'enjeu du pacte sur la migration et l'asile, c'est de faire en sorte que les frontières de l'Union européenne ne soient pas des frontières qui soient trop poreuses. Et donc il y a toute une organisation à faire, et c'est là justement le oui, mais la Pologne dit non, par exemple. Oui, mais on n'appliquera pas le pacte parce qu'on veut être maître chez nous. Oui, mais là, il faudra que justement qu'il y ait un problème d'autorité de l'Union européenne. Et je dirais pas simplement d'autorité, mais d'efficacité, parce qu'on voit bien que la véritable efficacité, c'est au niveau de l'Union européenne. Et puis, il y a la question de l'exécution des OQTF. Et là, ça passe par une action diplomatique, c'est-à-dire qu'il faut que qu'il y ait une action diplomatique auprès des pays qui accueillent les étrangers faisant l'objet d'une OQTF, parce que si les laissez-passer consulaires, ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires, ne sont pas accordés, on ne peut pas expulser les étrangers. Qui peut changer ça ? C'est l'action du gouvernement, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui est spectaculaire, mais l'action diplomatique, ça suppose d'aller voir notamment les différents pays du Maghreb, etc., des pays en Afrique, pour négocier dans le cadre d'une voie diplomatique l'octroi des laissez-passer consulaires. Tant qu'il n'y a pas de laissez-passer consulaires, c'est là toute la difficulté, on ne peut pas exécuter un OQTF. Jean-Denis Combrexel, je reviens à la loi immigration de Bruno Retailleau. À quoi ça sert de refaire une loi si le Conseil constitutionnel passe derrière et arrive au même résultat que la première loi, dont certains disent, en particulier lui, qu'elle a été vidée d'une grande partie de sa substance ? Alors, le Conseil constitutionnel avait les fameuses dispositions qui sont en cause. Le Conseil constitutionnel avait censuré pour un motif de forme, en disant tout ça est relevé de cavaliers législatifs. Donc, il faut voir. Enfin, je pense quand même que dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle loi, les services du ministère de l'Intérieur veilleront à ne pas faire quelque chose qui soit inconstitutionnel. Qu'est-ce que c'est un cavalier législatif, Jean-Denis Combrexel ? Cavalier législatif, c'est-à-dire c'est quand vous avez une loi qui a un objet particulier et vous pouvez pas dans le cadre de la discussion parlementaire rajouter des dispositions qui n'ont rien à voir avec l'objet initial de la loi. Et ça se remarque tout de suite. Ça se remarque. Alors parfois c'est un peu compliqué à discerner. Donc il y a des cavaliers qui sont évidents. C'est-à-dire si jamais je sais pas, il y a une loi sur l'immigration et que je fais quelque chose concernant la pollution des voitures, on voit bien que c'est un cavalier. Là c'est outrancier. Voilà, c'est outrancier. Après, ça peut être un peu plus subtil et parfois il y a des zones un peu délicates. Et c'est finalement le juge de paix, si j'ose dire, c'est le Conseil constitutionnel. Puisque vous parlez de la pollution des voitures, juste une incidente. Est-ce que l'écologie et les normes aujourd'hui qui entourent la question écologique, ne serait-ce qu'à Paris, on posera la question à 9h, est-ce qu'il faut interdire les SUV, les VUS en français ? Et on voit bien que ça constitue en quelque sorte des remparts, des ponts-levis. Il n'y a pas besoin de pont-levis à la capitale. On peut exclure par la norme. Il y a le prix de l'immobilier, mais il y a aussi la norme. Oui. Et est-ce que la norme exclut aujourd'hui ? Elle exclut, elle fait des frontières, c'est un peu l'objet de la norme. À l'assaut de la démocratie, j'imagine que c'est un peu ça. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, pour prendre un certain nombre de décisions qui sont des décisions difficiles, il faut des normes législatives. C'est justement tout le principe de la démocratie que de dire les normes les plus délicates, celles qui posent des problèmes de liberté, celles qui posent des problèmes de propriété. C'est finalement l'instance suprême qui est le Parlement qui doit les prendre. Après,
le vrai problème, c'est pour ça que parfois les normes peuvent être à l'assaut de la démocratie, c'est quand il y a un moment, la démocratie produit plus de normes que de résultats. Et c'est là tout l'enjeu, c'est-à-dire que quand les gens ont le sentiment qu'on leur annonce en permanence des lois, mais que pour autant ils ne voient pas les résultats, c'est là qu'ils peuvent être tentés de se tourner vers des partis populistes qui ont une vision beaucoup plus relative de l'état de droit. Vous êtes pour l'obsolescence de la loi? Non. On laisse tomber si jamais ça ne remplit pas d'objet. C'est-à-dire, je suis plutôt pas l'obsolescence, parce que l'obsolescence, c'est un moment qui va déterminer l'obsolescence, mais plutôt sur le fait qu'on évalue beaucoup plus les conditions dans lesquelles les lois s'appliquent ou ne s'appliquent pas. Donc qu'il y ait des évaluations régulières et qui permettent, dans certains cas, de revenir sur cette loi qui sont soit mauvaises, soit qui sont sans efficacité, là, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment. On s'intéresse beaucoup plus, c'est tout le problème, à l'élaboration des lois qu'à leur évaluation. Ce que vous dites, c'est que les jeunes qui sont dans les administrations sont pétris de cette culture de l'imagination au pouvoir et de cette culture française qui consiste à vouloir absolument tout baliser dans une loi, alors que le monde anglo-saxon a tendance à laisser quand même beaucoup plus de liberté à prévoir simplement des cas d'interdiction et pas tout ce qu'on peut faire avec une loi. Oui, il y a une culture de l'administration, mais qui n'est pas uniquement une culture de l'administration, c'est aussi une culture gouvernementale. C'est-à-dire, quels que soient les gouvernements, moi j'ai connu beaucoup de ministres, généralement, pour un ministre, souvent la solution, j'allais dire presque de facilité, je mets des guillemets à facilité, c'est de faire une loi plutôt que d'organiser ses services pour obtenir un certain nombre de résultats. Donc il y a une sorte de... Et les entreprises aussi, c'est-à-dire que tout le problème, et c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre, tout le problème, c'est que toute la société veut des normes. C'est-à-dire que les politiques veulent des normes législatives, les administrations aussi, les entreprises aussi, au nom de la sécurité juridique. On veut se barricader partout. Oui, voilà. Donc c'est là c'est pour ça que c'est très difficile il s'agit pas de dire uniquement c'est la faute de l'administration, c'est de comprendre que c'est un système global qui produit les normes. Merci Jean-Denis Combrexel. Les normes à l'assaut de la démocratie, c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup à tous les deux, le grand témoin Louis Dauphren.